Bienvenue à tous dans Au cœur du off. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir sur notre plateau André Brunetti. André Brunetti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente du Club de la presse du Grand Avignon et Vaucluse. Cette association existe depuis 1983, si je ne me trompe pas. Et depuis 9 ans, vous décernez des coups de cœur, 3 coups de cœur chaque année au sein des spectacles de la programmation du off. Je crois que vous avez des critères assez précis pour faire parmi des candidats. Quels sont-ils et pourquoi ces critères ? Alors, vous n'ignorez pas qu'il y a des milliers de spectacles chaque année. Nous, c'est la 9e année, comme vous l'avez dit. Et au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que d'abord, on a une dizaine de jurés. Donc, ils ne peuvent pas voir tous les spectacles. Donc, on a défini des critères. D'abord, il s'agit de création. Alors, vous allez me dire, mais Molière, ce n'est pas une création. Oui, une création telle qu'on l'entend théâtralement, c'est-à-dire à propos du metteur en scène, de la distribution, etc. Donc, il faut que ce soit une création. Il faut que ça dure 1 heure. Que ce ne soit pas un spectacle d'humour, un one-man show, ni un spectacle musical, ni un spectacle uniquement pour enfants, ni un spectacle qui dure moins de 3 semaines du festival. Donc ces paramètres permettent d'éviter d'aller tout voir de ce qu'on ne pourrait pas faire de toute façon. Donc on se réunit fin juin, quand on a le programme du festival 2015, on prend celui de 2014 et on compulse page après page pour savoir si tel spectacle a déjà été joué l'année d'avant, ou ailleurs, etc. Ah oui, c'est etc. vous qui faites les recherches. Voilà, on fait les recherches. Ah oui. Et je peux vous dire que ça dure des heures. Alors heureusement, parmi nos jurés, il y a 2 ou 3 journalistes qui sont actuellement à la retraite, mais qui ont travaillé pendant 40 ans à Avignon, soit pour le Dauphiné-Vaucluse, soit pour la Provence, et qui donc savent ce qui a été joué, ont la mémoire des trucs, et quand ils ont une interrogation, hop, ils regardent si c'est nouveau, etc. Donc on a à peu près sélectionné 400 ou 500, et je peux vous dire qu'ils sont allés voir en tout 305 spectacles. Alors justement, 305 spectacles. Vous regroupez donc tous les corps de métier, des représentants de tous les corps de métier de la presse ou à peu près. Et de la communication. Et de la communication. Vous êtes combien dans cette équipe ? Dans cette équipe, nous sommes 10. Et à 10, vous répartissez 400 spectacles. Et ils sont plus précisément 9, parce que moi, je continue à travailler par ailleurs. J'étais à France Bleu avant, maintenant je suis à Midi Libre, et je continue à travailler. Donc je ne peux pas aller voir les spectacles, je pourrais en voir qu'une très petite partie. Ça ne serait pas juste que j'aille voir ça et que ma voix compte comme les autres qui se décarcassent de 9h le matin jusqu'à minuit le soir. Ils envoient combien par jour ? Ah ben écoutez, ils en envoient plusieurs. Je peux vous dire que Marie-Hélène Loubetier, qui est la chef du jury, elle en a vu 59 en 15 jours de pièces. D'accord. D'autres en ont vu 44. Daniel Carraz, qui est journaliste également, en a vu 24. Jean-Maurice Martin, qui est un retraité de l'éducation nationale et qui est fou de théâtre, parce que c'est ça leur point commun, c'est être fou de théâtre et y aller tout le temps par plaisir, parce que sinon, je veux dire, il n'a pas pu aller à un mariage ce week-end parce qu'il était au off. Et comment tous ces gens se mettent d'accord, puisqu'ils ne voient pas les mêmes ? Alors, nous avons fait une réunion, nous avons fait plusieurs réunions, d'abord pour délimiter quelle troupe dans quel théâtre, puis nous avons fait un point au bout d'1 semaine, et puis chacun a donné ses coups de cœur. Voilà, donc on avait déjà à l'oreille, il y en avait qui se répondaient, il y en avait qui disaient « Ah bon, tu devrais aller voir ça » parce qu'ils se connaissent entre eux depuis 9 ans. Et donc au fur et à mesure, ils sont allés voir tant de spectacles, et nous avons jeudi dernier fait une réunion où chacun donnait son coup de cœur, avec tout ce qu'il avait vu, c'est-à-dire 20, 30, 40 pièces, eh bien il devait en donner une. C'est ainsi que nous avons fait une liste des présélectionnés avec le top 10, les 10 pièces présélectionnées par les jurés. Et la sélection 2015, donc vous avez vu plus de 400 spectacles, est-ce que vous trouvez que cette cuvée 2015 est intéressante ? Parce que moi, j'ai trouvé ça fort passionnant cette année. Voilà, c'est ce qu'ils disaient. Écoutez, ils ont dit, pourtant ils ont 20 ans, 30 ans de pratique théâtrale dans le off, et chaque année, ils ont un émerveillement, ils ont une surprise, ils ont un coup de cœur, et c'est ça qui est bien. Parce que, quel que soit notre âge, etc., à chaque pièce, on est comme un enfant, quoi. On découvre à la fois le décor, le jeu des acteurs, la mise en scène, le texte, la créativité, l'inventivité. Et donc, c'est ça qui les fait avancer. Et donc, ils trouvent que c'est une très bonne cuvée. Mais on trouve ça chaque année, hein, parce que sinon, on ne serait pas là. Si c'était parce qu'on trouvait que c'était de moins en moins bien, tout ça, on ne le ferait plus. Les prix, il y en a plusieurs au Festival du Off. Voilà. Il y en a 3. Qu'est-ce que ça apporte aux compagnies qui ont été lauréates ? Alors, nous donnons 3 prix et nous les donnons à égalité. Nous citons les pièces par ordre alphabétique.
Nous ne dirons pas un tel. C'est pas une compétition, c'est des coups de cœur, c'est une passion, ce sont des émotions. Donc on n'est pas dans une équipe de foot ou de rugby pour savoir qui a gagné, qui a perdu. Donc on en a délimité 3 qui sont arrivés en tête, bien sûr. Et donc, ce que ça leur apporte, d'abord, un chèque du Club de la Presse de 500 € chacune. C'est peu et beaucoup à la fois, parce qu'au Club de la Presse, on a 0 € de subvention. Nous fonctionnons uniquement avec nos cotisations. Et là, pendant 15 jours, tout le monde a travaillé et on travaille tout à fait bénévolement. Donc, et ce n'est pas les 500 €, c'est juste un petit plus pour leur payer peut-être quelque chose qu'ils n'auraient pas pensé à acheter avant ou une bouffe pour être contents. Mais c'est surtout, quand ces troupes vont retourner chez elles, on a eu des troupes de l'étranger qui ont été primées ici, notamment en Pologne. Quand elles sont rentrées chez elles, avec c'est pas tellement le chèque, mais le diplôme coup de cœur 2012 ou 2013 du Festival d'Avignon, le diplôme, eh bien, ça leur a valu d'être reçus parfois par le ministre de la Culture, de faire des tournées dans leur pays, de passer à la télé, estampillés par le Festival d'Avignon. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a aidé des petites troupes, et même en France, on a aidé des troupes. Du coup, à la radio, ils ont fait une interview d'eux. Du coup, dans les radios locales, ils ont repris, c'était à Belfort ou à... Voilà. Ça a fait le tour de France et du coup, les journaux locaux les ont appelés pour dire il paraît que vous avez eu un prix à Avignon. Du coup, quand ils sont revenus chez eux, ils étaient rassérénés et glorieux et contents. Être estampillé, coup de cœur de la presse du Havre peut aider, en tout cas. Ça peut aider, je peux en témoigner. Merci beaucoup André Brunetti d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir. Quentin Defalt, bonjour. Bonjour. Alors, vous, justement, vous avez été coup de cœur de la presse l'année dernière avec votre pièce Les Vibrants. Déjà, première question, est-ce que vous y attendiez, pardon et ensuite, qu'est-ce que ça a fait pour vous? Est-ce que ça vous a donné un coup de pouce Alors déjà, j'ai pas vu le ministre de la Culture, moi. Enfin, première chose. Il faut dire que ça change souvent. Ça change tout. Elle n'a pas le temps de lire, peut-être elle n'a pas le temps d'aller au théâtre. Voilà. Non, on s'y attendait pas du tout, parce qu'en fait, on ne sait même pas quand vous venez. Donc moi, je l'avais juste appris une semaine avant la remise des prix. On est un spectateur parmi d'autres. Voilà, donc non, c'était une super surprise. Et puis après, de la voir encore moins. Et non, c'était très très chouette. Et puis ce que ça nous a apporté, c'est vrai que là, comme on le refait cette année, il est indéniable que quand on tracte, du moins quand les comédiens tractent et qu'on l'a mis sur l'affiche, les spectateurs regardent notre tract un peu autrement et avec plus de considération, oui. Alors, vous le dites, vous revenez cette année avec cette même pièce, Les Vibrants. Yasrine Mouattarif, une de nos journalistes, est venue vous voir hier. Elle nous en parle juste après, on regarde une bande-annonce. Madame Sarah Bernhardt! Depuis combien de temps êtes-vous au Val-de-Grâce, Eugène? 9 mois. N'avez-vous pas un peu envie de prendre l'air? Si. Alors rendez-moi visite, demain à 15h, place Colette. Chez vous? Non, Eugène, à la Comédie Française. Calmez-vous, Eugène! Calmez-vous! Ça va aller! Ça va aller! Alors, Yasrine, ça parle de quoi, Les Vibrants? Alors, Les Vibrants, c'est l'histoire d'Eugène, un jeune engagé volontaire durant la Première Guerre mondiale, qui va voir son visage ravagé par un éclat d'obus. Et avec lui,
c'est toute son insouciance et toute sa soif de vivre qui va voler en éclats. Comme il le dira lui-même dans la pièce, la guerre l'a effacé. Donc il va se retrouver au Val-de-Grâce avec d'autres blessés de la Torne, comme ils disent, et il va se résigner à cette fin. Sauf que c'est en réalité que le début d'une nouvelle vie pour lui qui va commencer par la magie du théâtre et en la personne de sa bonne marraine, la fée, qui n'est autre que Madame Sarah Bernard. Ah oui. Donc la Bernard va lui proposer un rôle complètement à contre-courant, à lui qui a perdu son nez. Elle va lui proposer d'interpréter Cyrano de Bergerac. Donc, sans dévoiler l'intrigue, il va effectivement jouer Cyrano sur scène, avec succès, mais il va également jouer à son insu le rôle de Roxane dans sa vraie vie. Donc, vous l'aurez compris, c'est une pièce complètement romanesque, une espèce de fresque historique, captivante. Et à travers l'histoire de ce survivant, c'est une invitation, c'est presque un ordre. On nous intime l'ordre de vivre et de vibrer. Et je peux vous dire que tout au long de la pièce, on vibre avec cette pièce. Donc c'est une pièce signée Aïda Asgarzadeh. Comment on dit? Qui tient d'ailleurs plusieurs rôles féminins. Oui, le rôle de l'infirmière et de la comédienne qui joue Roxane. Exactement. Et donc c'est une pièce qui a largement été saluée par le Club de la Presse, par la presse en général, par le public aussi, qui la soutient, notamment pour la mise en scène, qui est absolument remarquable, et que l'on vous doit, Quentin de Falt. Rebonjour. Bonjour. Alors première question, on l'a aperçu dans la bande-annonce, est omniprésent le thème du voilé, dévoilé, à travers les masques, les prothèses, les bandages aussi. Et même dans le décor, d'ailleurs, il y a beaucoup de balais, de tulles et de voilages qui rythment un peu la pièce. Qu'est-ce que vous avez exprimé à travers ça? Tout d'abord, effectivement, cette pièce se passe majoritairement dans un hôpital et au milieu de personnes qui n'ont plus de visage. Donc l'idée, c'était de retranscrire cette atmosphère terrible et terrifiante, parce qu'on utilise effectivement des prothèses qui sont un peu effrayantes, tout en n'étant pas réellement, n'étant pas complètement réalistes, mais elles restent assez effrayantes. Et j'avais envie d'une scénographie qui déjà rappelle cette ambiance de bandage. Donc on a ces grands tulles transparents et qui permettent aussi de mettre à distance pendant un certain temps le public en le laissant presque extérieur pendant un long moment où il ne voit qu'à travers ces tulles et qui distinguent des formes, des visages arrachés. Une certaine façon de le préserver et de petit à petit le faire rentrer dans la pièce en écartant au fur et à mesure les tulles et en enlevant au fur et à mesure le bandage et laisser apparaître les plaies. Et ce système de tulles permet aussi de séquencer le spectacle extrêmement rapidement, de permettre des transitions très très rapides, car c'est une écriture qui est très cinématographique en fait. Dans le texte déjà à la base, c'est très séquencé. Et le voilage permet de faire apparaître, disparaître en 2 secondes des personnages à des niveaux différents de la scène, soit en laissant les tulles tels qu'ils sont, juste en allumant une lumière, ou en les ouvrant d'un coup, et de faire dérouler le décor comme ça, au fur et à mesure. C'est vrai que c'est très cinématographique. D'ailleurs, on a même souvent qualifié la pièce de film théâtral. Oui, beaucoup. Oui. À travers des choix de narration autres aussi. Il y a la voix off, il y a les flashbacks. Vous pouvez nous parler de cette écriture? C'est vrai que comme moi, à la base, je suis passionné de cinéma et ce que je voulais faire au début, c'était plutôt des films que du théâtre. Et c'est vrai que du coup, je le trimballe un petit peu avec moi. Et c'est vrai que spécialement dans Les Vibrants, il y a vraiment tous les codes du cinéma, donc, comme vous dites, avec des voix off, mais il y a surtout des ambiances sonores qui couvrent vraiment toutes les scènes, des bruits de guerre, des bruits de douleur, de rue, des sons qui ne représentent pas forcément des choses très concrètes, mais qui soulignent certaines actions, et aussi bon, après, j'ai pas inventé l'eau chaude en faisant ça, mais il y a aussi une musique de scène qui a été créée pour ça, qui a été créée pour des scènes très précises, donc qui accompagne vraiment les scènes, et un peu comme on fait au cinéma, justement, quand on compose en ayant l'image en face. Et en plus de ça, toutes ces séquences qui sont très cut, en fait. Et on évoquait tout à l'heure les visages masqués.
Ils sont aussi fardés, tous les comédiens sont fardés. Oui. Mais là, par contre, apparemment, ce n'est pas spécifique, c'est pas un choix spécifique pour cette pièce. Apparemment, les comédiens de la compagnie Teknaï jouent toujours fardés. Oui, exactement. C'est un procédé que j'ai depuis le tout début, ça va faire 15 ans maintenant, où j'aime me raconter que les personnages qu'on a sur scène sont comme des... Alors ça, c'est ma petite histoire à moi. Sont comme des fantômes ou des morts qui viennent rejouer leur histoire tous les soirs. Et donc c'est pour ça qu'ils ont des traits cadavériques. Et c'est pour ça que du coup les prothèses là sont blanches, parce que si on oublie le maquillage, on ne peut pas jouer. C'est très embêtant, ce qu'on a fait au début du festival. On a dû trouver une solution parce qu'on avait les prothèses blanches. Et en plus de cela, je trouve que du coup, ça permet de mettre une vraie théâtralité, ces masques blancs. Là pour les vibrants, c'est peut-être un peu moins le cas, mais dans les autres pièces qu'on a créées précédemment, on est dans des langages souvent très quotidiens, très crus, où ça se passe aujourd'hui, et ça amène la distance. Ça amène une vraie distance, oui. Et Yasrine, vous pouvez nous rappeler où on peut aller voir ce spectacle? Absolument. Il faut absolument le voir, vous avez encore jusqu'au 26 juillet, et ça se passe au Théâtre Alizé tous les soirs à 20h05. Merci beaucoup Yasrine. Merci Quentin Delfat. Alors, notre prochaine invitée, elle est nommée pour le coup de cœur de la presse de cette année, dans la pièce où elle joue. Elle est une voix, mais pas seulement, c'est aussi une comédienne de talent, une auteure ou autrice, en fonction de comment on aime le dire, une actrice, mais elle a cette voix que vous connaissez sans doute. Tour à tour, Marie-Alice dans la version française de Desperate Housewives, Lara Croft et bien d'autres. Elle est surtout la voix du Festival Off d'Avignon. C'est Françoise Cadol. Cette année, elle joue dans 2 pièces en Avignon pour notre plus grand plaisir. Ella Camarou et Amandine Blanc de nos équipes l'ont suivie dans une de ces folles journées. Début d'après-midi, 14h50, c'est Jeanne et Marguerite, donc moi j'ai besoin d'un temps de préparation au Buffon Théâtre. Je suis au théâtre à 13h30, je joue à 14h50, j'en sors à 16h. Je pose un peu les choses, mais je reçois les gens parce qu'il y a des gens qui ont envie de parler, qui signent des bouquins, etc. Et puis je bois un grand verre d'eau. Et tout doucement, je vais vers le Girasol, j'attrape ma robe d'Elvire, je me glisse dedans. Et voilà, et c'est reparti de 17h25 à 18h45. Je ne réfléchis pas, voilà, mon secret c'est ça, je ne réfléchis pas. Jeanne et Marguerite, ce sont 2 histoires d'amour à 100 ans d'écart, donc je suis Jeanne et je raconte Marguerite, et à un moment je me prends pour Marguerite. Et puis je sors de ce spectacle magnifique de Jeanne et Marguerite, et j'arrive pour faire Elvire, et surtout je ne réfléchis pas. Tout est ouvert, et j'y vais, et je fonce. Et je me régale. Avec Françoise, c'est beaucoup de bonheur. C'est une femme qui est très étonnante, à la fois dans sa générosité en tant que comédienne, dans le regard, dans ce qu'elle te donne, et puis en même temps dans cette force de travail qu'elle a à côté, de création, de monter des choses, des projets, cette générosité aussi à côté. Donc non, c'est une personne que j'aime énormément. Des caresses gourmandes et les frissons subtils qui passent sous ma peau. Et ces moments arrêtés où nous nous touchons si fort qu'il n'y a plus d'espace entre nous. Et il y a cette brûlure délicieuse à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si c'est difficile de jongler. Je pense que ce qui est difficile, c'est de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Quand on a un désir de travailler avec des gens, quand on a un désir d'écrire, ou quand on a un désir de même de doubler un film, parce que c'est un vrai bonheur, pourquoi ne pas le faire? Ils ont continué de s'écrire. D'abord des cartes postales sous enveloppe, et puis des lettres et des lettres, et des lettres et des lettres. Ce n'est jamais le même exercice, jamais. Donc faire du doublage, c'est formidable. Faire du théâtre, c'est le plus formidable. Je tourne aussi, j'écris, j'aime beaucoup, j'écris des pièces de théâtre. Voilà, donc oui, je suis un petit peu passionnée par tout ça. Et puis j'aime pas, moi, les étiquettes.
on n'est pas que comédienne, on peut être ouvert à tout plein de choses et se régaler dans tout ça, dans tous ces univers. Si j'avais un message, ça serait de la remercier, simplement de nous avoir transmis cette histoire et de faire vibrer comme ça le cœur des femmes. Bonjour Françoise Cadol. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps dans ces folles journées, comme on l'a vu, où vous courez partout et faites tout pleinement. Ce festival se passe bien pour vous? Magnifiquement bien. Ah oui? Ah, c'est un sourire. Alors, vous êtes à l'affiche de 2 spectacles, on l'a dit, on va rappeler leurs noms. Donc, il y a Jeanne et Marguerite au Théâtre Buffon à 14h50. C'est tous les jours? C'est tous les jours. Et La colère de Don Juan au Girasol à 17h25, tous les jours aussi? Oui, tout à fait. Quelle foi! Le lien, j'ai l'impression, entre vous et le théâtre, on l'a vu dans le sujet, vous parliez de désir, et finalement, dans vos rôles, c'est l'amour, les rôles que vous interprétez. Ah oui, l'amour est très très souvent là. Ouais. Oui. Alors, la colère de Don Juan, pardon, on l'a dit, est nommée pour le prix coup de cœur de la presse. Oui. On aura les résultats ce soir. Vous vous y attendiez, vous l'espériez avec l'équipe? Bien sûr, toute l'équipe, on l'espérait tous. Hein. C'est un bonheur. Ouais. Et puis on verra ce soir. Ce sera de toute la façon surprise. Une surprise. Oui. Puis un bonheur pour les autres. Mais oui, bien voilà. sûr. C'est déjà formidable. Et c'est un moment où on se rencontre aussi entre compagnies, peut-être des moments comme ça. On ne fait que se croiser sinon. Oui, on partage. On partage. Beaucoup. Moi, j'aime bien ce mot-là sur le festival. Alors, dans le premier spectacle, vous êtes seul en scène. Dans le deuxième, vous êtes 6. Comment ça se passe? Comment ce travail qui est très différent entre le seul en scène et une équipe, vous l'appréhendez? Alors, je suis apparemment seule en scène dans Jeanne et Marguerite, mais je suis entourée de 2 régisseurs. Je ne suis pas toute seule. Génial. Et ils sont là, c'est déjà un travail d'équipe magnifique. Donc oui, je suis la seule visible. La seule qu'on voit. Voilà. Mais c'est un vrai travail d'équipe et je tiens beaucoup, moi, à ce travail d'équipe. J'adore ça. Voilà, donc je passe d'une équipe à une autre équipe plus grande. Et puis c'est aussi un travail d'équipe, un seul en scène avec le public. Ouais. C'est très, très... on est tous, on vibre tous ensemble, c'est un partage. C'est vraiment, je suis avec eux, tout le public est avec moi et on essaye de partir en voyage, on est tous ensemble. C'est ça qui est très, très beau dans Jeanne et Marguerite. Alors, on l'a vu dans le reportage, cette dame qui vous remercie avec beaucoup de tendresse, d'émotion. J'ai découvert aussi qu'il existe un groupe Facebook, vous le saviez, qui s'appelle « Si toi aussi tu adores la voix de Françoise Cadol », avec beaucoup de membres. Oui, je sais. Comment vous l'appréhendez, cet amour du public? Vous vous rencontrez déjà? J'ai entendu que vous restiez. Oui. Ça se construit aussi. Le public, après Jeanne et Marguerite? Oui. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que le théâtre continue après la représentation. Le théâtre dans le partage. Et hier, il y a eu tous les jours, il y a des moments absolument formidables d'émotion avec le public. C'est une histoire vraie. Donc ça touche terriblement plein de gens. Et les gens se confient. Ouais. Et les gens se racontent et les gens partagent. Et il y a une émotion, c'est pas du tout de la tristesse, c'est une vraie émotion. Donc mais comme vous le disiez, vous êtes partis en voyage ensemble, vous avez construit ensemble. Derrière, vous vous retrouvez. Et parfois, on a besoin de se dire au revoir. Ouais. Ça se termine là. C'est très beau. Je trouve, sur nos métiers, je trouve ça très très beau ce que vous dites. Le festival fête ses 50 ans. Ouais. Vous êtes la voix de ce festival depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous auriez un mot à dire à ce festival pour lui souhaiter un bon anniversaire avec votre si belle voix? Un mot, que ça continue, avec le sourire, avec le plus de bonheur, de partage, de plaisir, de désir, d'amour, 3 petits points. Merci beaucoup, Françoise Cadol. Alors, on le rappelle, Jeanne et Marguerite, ça se joue tous les jours. À 14h50 au Buffon Théâtre. Il faut réserver de préférence. Oui, il vaut mieux parce que on a la chance, c'est plein. Eh bien, c'est une très belle chose. Et La colère de Don Juan, également, il faut réserver, je crois. Oui, au Girasol à 17h25.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vraiment. Savannah Massé, bonjour. Bonjour. Alors vous, aujourd'hui, vous êtes allé voir une pièce qui nous parle de 4 frères, 4 jeunes hommes qui sont en quête d'un ailleurs pour fuir la guerre qui les entoure, leurs tourments. Ça s'appelle « Pourquoi mes frères et moi, on est partis ». Ça se joue à la Condition des Soies tous les jours à 14h30. On regarde. Demain, c'est la fin des grandes vacances. Demain, oncle Al repart travailler à l'étranger dans sa Mercedes vide. Demain, Taco vend à chaud derrière la pharmacie centrale. Mo et Dali travaillent à la piscine de l'hôtel international. Demain, je fais mon premier spectacle de mime dans la rue, derrière la maison. Demain, on part! Savannah, qui sont ces 4 frères? Alors 4 frères qui sont bloqués dans leur pays, dont ils ont peur de partir, et ce pays c'est un petit peu un lieu de perdition auquel ils sont attachés, mais dont ils ont quand même envie de s'échapper. Mais c'est impossible, parce que l'autre côté qu'ils voient tous les jours, c'est beaucoup trop loin, et c'est peut-être beaucoup trop beau pour ceux qui tuent le temps. Donc ces 4 frères, il y a Dali, qui est l'aîné, qui a fait des études de médecine, mais qui malgré ça passe ses journées autour d'un ballon, et ce ballon va constituer l'enjeu principal de ces 4 frères. Il y a Mo. Donc Mo, c'est le dragueur, c'est celui qui va séduire les touristes riches qui viennent dans des hôtels luxueux. Taco, donc, qui est le fonceur, l'irresponsable, qui rêve d'être quelqu'un d'autre, d'appartenir à une bulle artificielle, d'être reconnu. Et enfin Nour. Alors Nour, c'est le plus petit, il est qualifié par son insouciance et sa naïveté, mais aussi par peut-être un petit peu d'espoir, par sa jeunesse, tout est possible. Qu'est-ce qui vous a marqué à vous dans cette pièce? Ce qui m'a marqué, c'est d'abord le texte, donc d'Eddie Tillette de Clermont-Tonnerre, parce que c'est vrai que c'est un auteur de théâtre contemporain. Et c'est un de ces auteurs dont on sent qu'il écrit vraiment pour ses comédiens. Alors parfois, il y a des rôles vraiment très forts qui frôlent la réalité, l'humanité. Et là, c'est vraiment le cas. On sent qu'il a écrit pour des acteurs, peut-être même pour ses comédiens directement. Et ça, c'est très fort. Et c'est vrai que du coup, le jeu des comédiens est très réaliste. Il est fondu dans la réalité, c'en est limite troublant. Pour les citer, Clément Oliveri, donc, qui pourrait être ce père de substitution qui encadre ses frères, qui va les cadrer, les gronder, mais aussi les frapper à certains moments. Guarani Fatosa, qui est plutôt le visage audacieux et téméraire et un petit peu l'électron libre de ce groupe. Pierre-Antoine Billon, qui apporte un certain décalage avec son humour. Et enfin, Laura Chétrit, donc Laura Chétrit, donc le plus jeune, qui incarne l'espoir, mais aussi une forme d'ambiguïté, parce que c'est un personnage masculin qui est joué par une femme. Et c'est vrai que ça nous interroge en fait sur la place de l'homme qui a énormément de pouvoir dans cette société dans laquelle évoluent ces 4 jeunes garçons. Et là, dans ce que vous dites, on a l'impression qu'il y a un lien très fort entre les comédiens même, du coup. C'est vrai qu'il y a une vraie relation qui est créée, un lien qui est vraiment très profond. Et du coup, ces comédiens, ils sont attachants, mais ils sont aussi très touchants parce que chacun a sa personnalité propre. Et c'est vrai que ça ressort aussi dans la mise en scène de Saratik qui leur offre une vraie prise de parole. On entre dans l'intimité, il n'y a pas de cadre, chacun évolue indépendamment pendant que l'autre prend la parole. Et ce qui est touchant, enfin ce qui moi m'a touché à la fin de ce spectacle, c'est qu'il y a une vraie résonance avec notre époque. Ouais. Il y a une résonance parce qu'ils incarnent à la fois un problème social, économique et générationnel. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont beau avoir de la volonté et de l'ambition, mais parfois ils se retrouvent face à un mur. Ouais. Merci beaucoup, Savannah. Vous pouvez nous redire où on peut aller voir ce spectacle? On peut aller voir ce spectacle à 14h30 à la Condition des Soies. Et ça s'appelle « Pourquoi mes frères et moi, on est partis ». Merci beaucoup. Alors, Savannah vient de nous parler de ces jeunes garçons emplis de rêves et d'envie d'ailleurs. Vous, Julie Cordier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteure, metteuse en scène et interprète de Quanta, oui, au Collège de la Salle à 15h45 tous les jours. Alors, vous nous embarquez dans l'univers d'une petite fille de 10 ans qui, elle aussi, a des rêves plein la tête, mais elle rêve son père absent.
elle imagine dans le monde qui peut être le sien, lui qui est chercheur en physique quantique. Aurore Gatterias et Aurélie Gélibert de nos équipes sont venus vous voir. Réalité, réalité. Où es-tu? Quanta est un conte musical et fantastique inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. L'idée, c'était surtout de raconter l'histoire d'une petite fille et d'une famille. Maman? Maman? C'est une petite fille, son papa il est jamais là et sa maman... Elle est triste parce que le papa n'est pas là. Voilà. Et donc, à partir de ça, elle est admirative de son père, qui est scientifique, et donc elle s'intéresse à ce monde-là, le monde de la physique quantique, et son père lui en parle comme d'un monde fantastique, imaginaire, pour essayer donc de le rendre compréhensible. Alors il dit comme ça, le monde quantique, c'est comme un monde magique. Les habitants s'appellent les ondes, les particules, les quantas, comme moi. On peut tout à fait regarder le spectacle sans rien connaître ni comprendre de la physique quantique, c'est un prétexte. Après, j'essaye de ne pas raconter n'importe quoi. J'ai essayé de prendre quelques notions qui existent pour de vrai, et puis à partir de ça, de tisser quelque chose de poétique. Et puis d'en faire des personnages un peu foufous, etc., qui vont guider Alice dans toute sa péripétie dans le monde quantique. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je danse, tu ne vois pas? Je danse pour toi. Au début, c'est né en fait d'une envie de travailler sur les perceptions de la réalité. Et puis j'avais envie que ces personnages un peu étranges du monde quantique, il y en ait parmi eux qui a un langage imaginaire. Donc j'ai fait un petit peu des recherches sur l'aphasie, les troubles du langage, on va dire, pour imaginer une langue à partir de ça. Prendre blatte sur câble et jette dans chemise. Bon, on se palme. Et puis il se trouve qu'un des troubles de l'aphasie parfois disparaît quand les personnes chantent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et très poétique, même si dans la vie ça doit être compliqué, mais bon, pour le théâtre je trouvais que c'était super. Je me suis dit, on pourrait partir de ça, et du coup j'ai déroulé le fil et je me suis dit, dans le monde quantique, alors ils chantent. Si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible. À la base, on avait fait Quanta sans tout ce décor, la vidéo projetée, etc. Et on s'est rendu compte que c'était un peu dommage de ne pas rendre visible toute la magie dont on parlait en fait. Et puis c'était bien aussi parce que ça nous permettait de vraiment de rendre réelle cette maison, et donc le foyer, le point de départ de toute cette histoire, et d'essayer de rendre un tout petit peu plus concret aussi pour les enfants et les spectateurs cette errance ou ce trouble qu'éprouve Alice quand elle cherche ses parents, ils sont pas là, ils sont pas dans telle pièce. Le monde quantique finalement est à l'intérieur de la maison, il est là. Et tout autour de moi, tout se met à tomber. Et à tomber, et à tomber, et à tomber. Alors, pourquoi, première question, avoir eu envie de parler de la physique quantique aux enfants? C'est quand même pas commun comme sujet. Eh bien, moi, je suis fan de science-fiction. D'accord. Et dans la science-fiction, il y a souvent la physique quantique. D'accord. Et donc, je m'y suis intéressée. Et je m'y suis tellement intéressée que je vis en fait avec un chercheur en physique quantique. Et donc j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais. Et lui, il a fait sa thèse sur la dualité onde-particule, donc la nature double de la lumière. Et en fait, moi, ça me fascine vraiment. Et je trouve ça très poétique et en fait, limite métaphysique sur les ouvertures que ça offre sur d'autres mondes, d'autres réalités. Et voilà, j'avais envie d'écrire quelque chose pour les enfants. Et alors, ça parle autant aux enfants justement qu'aux adultes. Et on arrive à justement vous suivre et à découvrir cette science quand on ne la connaît pas. Comment on s'adresse à ces deux publics très différents qui sont les enfants et les adultes? Alors l'idée, c'était de faire plusieurs strates, plusieurs couches. Finalement une quête simple, compréhensible pour les enfants. La petite fille a perdu son chat qui a été envoyé par son papa de l'autre côté du miroir dans le monde quantique. Elle doit partir le récupérer. C'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. D'Alice au Pays des Merveilles et aussi de l'expérience du chat de Schrödinger, qui est une expérience de pensée de physique quantique. Mais on peut tout à fait comprendre, même sans connaître ça. Si on est physicien, on saisit la référence, mais c'est pas un souci. Et après, il y a aussi le côté des parents, puisque c'est quand même une pièce qui parle de la famille et un peu du désarroi d'une enfant devant l'absence de son père et le chagrin de sa mère. Et il peut y avoir aussi des références pour les parents
à l'intérieur de l'écriture et de Alors la pièce. c'est toute une équipe, hein, parce qu'on voit, il y a des Oui. vidéos, il y a beaucoup de choses. On parlait de l'équipe Bien tout à sûr, l'heure ouais. avec Françoise Cadol. Vous êtes 2 sur scène. Donc déjà, qui est cette comédienne qui vous accompagne et cette équipe qui est autour de vous? Alors, Elodie Vomov, qui est une magnifique comédienne et une magnifique chanteuse, avec qui on vient de créer notre compagnie, qui s'appelle Les Femmes et les Enfants d'abord. D'accord. On travaille avec Pony Productions, qui est donc notre producteur et qui nous aide bien beaucoup toute l'année, et particulièrement à Avignon. Et les décors, les illustrations et les animations vidéo ont été faites par la fabuleuse compagnie de Pézenas, Camille Dormand et Christophe Boucher. Il y a aussi Alexandra Langlois au costume, la lumière. Voilà, je crois que j'ai fait un petit tour. Il y a toute une équipe. Et comment cette autre comédienne a rejoint ce projet? Ça a été écrit pour 2 Alors en fait, moi je l'ai écrit il y a longtemps, pour Ouais. 5 personnages. D'accord. Et je l'avais envoyé et j'ai reçu les encouragements du Centre national du théâtre pour ce texte. D'accord. Et puis quand j'ai rencontré Sylvain Bernjan, qui est notre producteur, il m'a dit 5 personnages, c'est trop, on va pas y arriver. Et donc on a hésité et puis finalement j'ai réécrit, je l'ai adapté pour 2 personnages. Et voilà, j'ai fait quelques petites modifications, mais au départ, il y avait 5 personnages. Mais ça marche très bien à 2. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Donc ça s'appelle Quanta, et pas Quanta. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Quanta, ou La terrible histoire de Lulu Schrödinger, qui est le chat. Voilà, on peut le dire. C'est à 15h45 au Collège de la Salle. Merci beaucoup, Julie, d'être venue nous voir. Après un duo de femmes, puisque vous êtes 2 sur scène, nous allons faire la rencontre d'un binôme de véritables garçons manqués. L'un est écrivain, l'autre musicien. Le premier lit, parle, porte les mots qu'il a collectionnés depuis son enfance. Le second nous enchante avec ses notes, sa voix, qui reprennent ces musiques qui ont forgé sa route. Et tous les 2 s'accordent pour nous dire, ici en Avignon, et vivre était sublime. Quand ma peau a touché la sienne, j'ai compris que je ne me suiciderais pas ce mois-ci. Que la vie était une sacrée belle marchandise lorsqu'elle incluait une fille comme Marie. Quand elle m'a touché, elle a touché ma fibre intime. Elle m'a touché au cœur. Jack, elle a dit, Jack. Jack, pourquoi pas? C'était mon prénom. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on her back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else. But I kiss you on the brain in the shadow of a train. I kiss you all starry eyes, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But the trees forgive me, the pebbles forgive me, so why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else but you. Hugo Letouzé, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de nos équipes, vous êtes journaliste à la TV du Off et je suis ravie de vous accueillir. Et vous êtes allé voir leur spectacle et je crois que vous avez quelques questions à leur poser. Tout à fait. Nicolas Ray, bonsoir. Bonsoir. J'ai une première question. Vous faites vivre tout au long de votre spectacle les auteurs que vous aimez. Peut-on s'affranchir en littérature des écrivains que l'on admire? Non, c'est pas évident, surtout au début en fait. Au début, on a comme ça une gamme d'écrivains. Moi, c'était les auteurs américains que j'achetais en poche, une gamme d'écrivains comme ça que je lisais et dont je m'imprégnais. Et c'était pas vraiment mon style en fait. C'était une sorte de cocktail de tous ces auteurs. Et puis ça donnait ce que ça donnait, ce que ça voulait bien donner. Puis au fur et à mesure des années, comme vous voyez, j'ai les cheveux blancs. Après, on arrive à trouver sa petite musique, quoi. Mais on met du temps avant d'y arriver. Vous tissez au cours de la pièce, en quelque sorte, votre propre histoire. Et vous faites allusion à votre famille, à vos parents, brièvement, et à votre fils, et qui vous empêche, selon vos mots, de vous foutre en l'air. Et je voulais savoir en quoi l'arrivée de ce dernier
A-t-elle changé votre manière d'écrire, votre littérature? Ah bah tout a changé, c'est que depuis, avant pour moi l'écriture c'était un peu tout quoi, vraiment. Je plaçais ça en numéro 1, maintenant j'en ai absolument rien à foutre. Donc ça a changé quand même, hein, depuis la naissance de mon fils. Il y a quand même un truc, pour la première fois de ta vie, t'arrive un truc 1 milliard de fois plus important que ton petit ego, que ta petite carrière à 2 balles et tout. C'est juste faire en sorte que ce gosse soit bien, soit dans la bonne école et à bouffer, de voir un bon pédopsychiatre, enfin tous ces trucs-là, quoi. Et d'un seul coup, tu t'en tapes complètement de faire un livre. Voilà, du moment que le livre se vend, t'es content. Alors vous êtes d'abord écrivain, ensuite journaliste. Vous êtes loin du public, vous passez l'essentiel de votre temps, je suppose, devant une machine à écrire ou à essayer d'écrire. Pourquoi se mettre en danger sur scène? Bon, c'est ce que je... Alors là, c'était comme une évidence. Alors là, Vian disait, la question ne se pose pas, il y a trop de vent. Je me suis retrouvé sur scène avec Mathieu, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Et je me suis dit, c'était à la Maison de la Poésie, le 9 octobre, et je me suis dit, je veux plus du tout faire autre chose, là. C'était vraiment une évidence. Il y avait une harmonie avec Mathieu, parce que j'espère que vous avez quand même des questions à poser à mon petit génie. Moi, j'en ai plein. Et on sent la fan, là, quand même. Hein, non, je vais en parler. Il a un petit cul sec et nerveux, moi, je vous dis que ça. Et mais je dis rien, je dis ça, j'ai rien dit. Ça commence. J'ai rien dit. Bon. Oui. Quand on prend des douches après le spectacle, mais j'en dis pas plus. Non, n'en dites pas plus, il faut garder un peu de secret. Ok, je garde un peu de secret. C'était quoi, Hugo, ta question? Je crois que tu as bien répondu. Ouais. L'évidence, pourquoi tu... De monter sur scène. Ah bah ouais, vraiment. C'est là où je veux être, en fait. Tu te dis, ah, en fait c'est ça. En fait c'est ça que je veux faire dans la vie. Ah bon, bah ouais, tant mieux. C'est lire des textes, quoi. Être le passeur. Comme tu peux parler de ton père ou pas? Comme ton père qui s'appelle Jean-Louis Le Touzet et le passeur dans l'IB de ces billets cyclistes, c'est-à-dire qu'on a beau s'en foutre du vélo, on le lit quand même. Voilà, il passe le relais. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est que des gens qui se foutent, je sais pas, qui se foutent a priori de l'univers de Régis Geoffrey, eh ben, j'essaie de les amener vers cet univers-là qui n'est pas tout à fait simple, en fait. Alors, moi, j'adore le vélo. Alors, Mathieu Saïkali, c'est Saïkali, c'est ça? Saïkali, exactement, c'est libanais. Je suis ravie de dire votre nom de famille parce que, justement, moi, je vous ai découvert à travers La Nouvelle Star et j'entendais que votre prénom. Ah oui. C'est votre premier Avignon? Oui, absolument. Comment ça se passe? Comment vous le vivez? Comment vous l'envisagez? Déjà, on est hyper ravis parce que le spectacle, on l'a monté en juin. On en a fait la première le 9 octobre. Et puis là, en été, on arrive déjà à le faire ici. Donc et puis on a entendu 1001 choses dessus. On était content de le voir de nos propres yeux. Et on est hyper content. On a notre forme un peu hybride. Moi, je suis très content parce qu'en même temps, on est dedans et en même temps, avec on sait pas, nous, on entend théâtre, et en même temps, on est sur scène, mais c'est pas exactement du théâtre. Il lit des textes, moi, je chante. Mais je suis content parce que du coup, j'ai l'impression que c'est notre petite particularité. C'est aussi ce que Avignon permet, parce qu'à Avignon, il y a vraiment plein de formes très différentes, et c'est un peu le seul endroit en France où on peut voir toutes ces formes en même temps. Et vous êtes allé voir des choses? Eh ben, on m'a pas laissé encore, mais je compte voir. Je compte voir vraiment plein de choses. J'ai plein de choses en tête. Là, j'ai une camarade d'ailleurs qui avait fait Nouvelle Star avec moi qui joue ici, qui s'appelle Léopoldine, que je veux aller voir. Et aussi Monsieur Fraisse, je suis un énorme fan de cet humoriste. Pour moi, il a du Kaufman, bref, et encore d'autres qu'on m'a conseillé. Alors, pour un musicien, être sur scène, c'est un peu toute sa vie. Être face au public, jouer. Là, vous êtes face au public, mais sur une scène de théâtre. Au milieu de ce public, proche de lui, avec Nicolas Ray. Comment vous l'avez envisagé et est-ce que c'est très différent pour vous? En fait, c'est différent parce que moi, mon rôle, c'est de sublimer un peu les textes, de leur répondre, etc. Mais c'est pas
c'est différent parce que c'est pas vraiment moi devant le public, c'est moi avec Nicolas. Donc Ouais. je me vois un peu comme un enveloppeur, quoi. C'est porter les mots et donc parfois c'est plus intimidant. Je suis un peu plus gêné, mais c'est un autre. Mais j'aime bien aussi c'est un peu ce collaborateur et pas être juste. C'est un peu de pression en moins. Bah, Mais il n'y a pas d'addition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté lui qui joue sa musique et de l'autre moi qui lis mon texte. C'est, enfin, je sais pas ce que tu en as pensé quand tu as vu le truc. C'est juste l'inverse, totalement. C'est-à-dire on livre un univers, on raconte une histoire et les mots parfois partent en musique et les musiques parfois résonnent avec certains mots. Mais tout ça tient sur un équilibre assez instable et puis c'est vivant, quoi. Donc on va essayer que ça soit vivant le plus longtemps possible. Et qui ne marche que si vous êtes tous les deux. Moi, c'est ça qui est beau. j'ai jamais découvert que les mots ils avaient autant de rythme que quand je devais juste l'accompagner à la guitare et que je me rendais compte que si j'allais trop vite par moment ça marchait plus, si j'allais trop lentement pareil. Et c'est marrant vraiment l'osmose qu'il peut y avoir entre une musique et un texte. Moi je sais que je ne pourrais pas le faire sur scène. Sans lui. Ah mais vraiment, hein. Ouais, même ouais. s'il me pique ma femme, je le fais quand même. Mais merci Ou même beaucoup. si même si je lui pique sa femme, il le fera quand même. Non, c'est moins sûr parce qu'il y a un côté On en reparlera la prochaine fois. On va parler fois. de polyamour On maintenant. n'a pas parlé de vous du tout. Alors, mais moi, je me porte très attendez, bien. parce que Mathieu est pour le polyamour, c'est très Alors, important. on je en respecte parlera le point de après vue, fait mais qu'il moi nous je ait suis fait- excusé. il doit nous faire un live. Et moi, je D'accord. veux l'avoir vu chanter avant qu'on parle de polyamour. Juste un petit mot. Oui. Cette robe vous va à la perfection. Mais je vous remercie beaucoup. On je a suis très l'impression que touchée. vous êtes né avec. Ah ben c'est très gentil. Non, c'est vrai, hein. Merci Nicolas. Vraiment. Ça On va peut sinon Oui, mais je Vous sens, faites bien vos nuits je sens que là, Il vous faut ne l'arrêter voulez pas maintenant. qu'on dise où est-ce que vous jouez. Vous voulez Non, pas qu'on si, parle de dites-le, vous. dites-le. Si Ah, si, je Alors dis. c'est à la Manufacture qu'on peut venir Ouais, vous voir. Le ouais. spectacle s'appelle. Et vivre était sublime. Ouais. Et quand vous le dites, ça a plus de poids que quand c'est moi. Et Non, c'est à 16h30. essayez-vous. Et vivre était sublime. Ah non, c'est pas mal non plus. Merci beaucoup. Alors, juste le temps que Que Mathieu Mathieu s'installe. Seikali s'installe, Oui. on va regarder les bonus qui sont préparés aujourd'hui. Oh, Donc, est-ce qu'on les l'ABCDR. regarde vraiment Ah oui, et c'est des gens de nos équipes et ils sont formidables. Vraiment, Arrête, regardez-les, arrête. c'est très chouette. Il y a l'ABCDR de Christophe Dugour, le Fast and Furious de nuit de Julie Volstinski et enfin l'interview minute de Ella Camarou et Amandine Blanc. Pour ma part, je vous dis à demain et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à #off15. bientôt donc. Bah à bientôt, je viens Merci vous de nous voir avoir avant la fin du reçus. festival. Sérieux Ouais. Q comme quatrième mur. Au théâtre, le quatrième mur désigne un mur imaginaire, situé sur le devant de la scène, séparant la scène des spectateurs et au travers duquel ceux-ci voient les acteurs jouer. L'expression « briser le quatrième mur » fait référence aux comédiens sur scène qui s'adressent directement au public. Avant une représentation, j'implore Jean Villard. On mange des bananes. Des bananes, ouais. Des bananes, du coca et des vocalises. Oui, et on fait une petite critique de ce qu'on a vu et entendu au festival. On fait notre petit bulletin. Zen.
Une banane. Une banane, ouais. Le signe de la croix. Je m'échauffe. Embrasser M. Bertrand sur la bouche. J'inspire et j'y vais. Break a leg. Break a leg. The same. Je fais un signe de croix et je mets pas les sous-vêtements, je mets des sous-vêtements spéciaux. Pleurer. Crier, hurler. Et moi, je me gratte si ça me gratte quelque part. Alors, on parlait d'amour polyamour tout à l'heure. Cette chanson, c'est sur un amour exclusif. Mais bon, c'est pas grave, tous les points de vue se valent. Et donc, c'est par rapport à une fille qui vient d'Avignon, justement. Ça s'appelle Pour Bubs. J'ai déjà reçu au coin des lèvres une perlèche que ça s'appelle. Je crois qu'on s'est trop embrassé. J'ai bien regardé toutes les causes, c'est même sûr, mais je m'en fous. Je veux que tu me lèches, et même les joues. C'est trop dur de s'en passer quand ça repasse la vie en rose. Et c'est marrant, aujourd'hui tu m'as dit. J'ai déjà reçu au coin des lèvres. Je t'aime comme un ado, la même passion, le même idiot. Et on se taquine comme des vieux, ton gras du cou, mon gros nez, ça nous fait rire. C'est bête, mais je m'en fous. D'un coup je trouve du sens à tout. Et quand je plonge dans tes yeux, j'oublie qu'un jour je vais mourir. Et c'est marrant, aujourd'hui tu m'as dit. Je t'aime. Faut qu'on parle tous les jours, c'est que c'est très gourmand l'amour. Et je me sens un peu ridicule, mais son rire, qu'est-ce qu'il est beau. Alors parle-moi car je m'en fous, ce qu'on peut bien penser de nous. On dit que ça rend aveugle, c'est nul, ça laisse juste les couleurs qu'il faut. Et c'est marrant, aujourd'hui tu m'as dit. Faut qu'on parle. Toi dans un instant, il faut juste que j'arrête le temps. Parfois c'est la fin qu'on frise, on joue tout le temps avec des bombes. Que ça explose, je m'en fous, que ça me tue, que je devienne fou. Je te demanderai au-dessus des crises, veux-tu partager ma tombe? Et c'est marrant, aujourd'hui tu m'as dit, je suis à toi. Merci.